Le débat, je vais appeler nos intervenants s'ils veulent bien me rejoindre sur le plateau. Comment faire pour déverrouiller le marché du logement en France dans le contexte de pénurie qu'on vient d'observer à la fois par l'exemple de Charlotte, par le témoignage de John Rachid et puis les explications de Jean Tirole. Agnès Verdier-Molinier, vous êtes la patronne d'un think tank, c'est un organisme de réflexion qui s'appelle l'IFRAP, plutôt libéral. Vous avez publié récemment un livre qui s'appelle « On va dans le mur », c'est clair. Alain Coste, vous êtes architecte et vous avez été à l'origine d'un projet très original en matière d'immobilier qui a permis justement l'accession à la propriété dans des conditions relativement favorables. Christophe Robert, bonjour, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre, tout le monde la connaît. Vous avez notamment dirigé le rapport annuel de la Fondation sur le logement en France. Agnès Verdier-Molinier, comment se fait-il qu'on dépense pour le logement autant d'argent en France? Ça s'évalue en dizaines de milliards d'euros chaque année. 40 milliards. 40 milliards, et qu'on obtienne un résultat aussi médiocre. On obtient un résultat médiocre parce qu'on a aussi une fiscalité très importante qui pèse aujourd'hui sur le foncier, qui a explosé ces dernières années, qui est passé de 30 à 62 milliards. Et là, c'est aussi une désincitation à investir dans le logement, notamment... Vous dites la fiscalité, c'est vrai qu'elle est forte. Oui, la fiscalité les est très propriétaires de logements, ils ne sont pas malheureux en France aujourd'hui. Ils ne sont pas malheureux, mais finalement, il y en a beaucoup qui se désengagent. Et puis d'ailleurs, les institutionnels se désengagent du secteur du logement, ne veulent plus louer leur logement, ne veulent plus louer à notamment des jeunes couples qui ne sont pas très solvables ou qui n'ont pas de garant. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi ceux qui sont occupants des logements, les locataires, ils sont très très protégés en France, trop protégés. On a le même problème que sur le marché du travail avec le logement, c'est-à-dire que vous protégez énormément celui qui est à l'intérieur et finalement vous désincitez, quand vous désincitez à embaucher, vous désincitez aussi à louer. Donc il faut aussi se poser la question de est-ce qu'à force de vouloir protéger celui qui est dans le logement, on ne désincite pas les bailleurs à accepter des dossiers qui ne sont pas des dossiers parfaits. Christophe Robert, trop de protection? C'est ça le problème en France? C'est que les locataires sont trop protégés? 30 à 40 000 expulsions chaque année en France, 130 000 résiliations de bail, c'est les chiffres qui explosent depuis une dizaine d'années, corrélativement aux chiffres que Jean Tirole évoquait de la cherté des prix. Donc on peut discuter des protections qui pourraient freiner un certain nombre de locations. C'est possible qu'il y ait des réflexes de propriétaires de dire « j'ai peur de ne pas pouvoir, etc. » Bon, il y a toujours des histoires comme celle-ci qui montrent que ça crée de l'inquiétude chez les propriétaires. Je ne la mets pas en cause, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème de la crise du logement aujourd'hui. Vous l'avez dit, dans les secteurs tendus, on a un manque de logement. Donc il n'y a pas assez de logements pour des raisons de mobilisation du foncier, de cherté, du coût de la construction, de cherté au final du prix du logement. On a vu des prix qui ont flambé, mais il n'y a pas d'autres produits qui ont flambé comme cela dans la décennie 2000. Alors maintenant, on assiste à une petite accalmie. Mais quand dans certains territoires, les prix ont été multipliés par 3 en 10 ans, vous avez des gens qui ont aussi... bien profiter de cette situation-là. Donc la question de la fiscalité... Quand l'un perd, l'autre gagne. Et on parle de génération sur votre plateau. Je trouve que c'est très intéressant de parler de génération. Qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que les 10% les plus riches détiennent à peu près 50% du patrimoine dans le pays, patrimoine français. Et les 3/4 ou les 2/3 de ce patrimoine français, il est constitué de l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier contribue beaucoup à la richesse patrimoniale de ceux qui sont au-dessus de nous des générations. On va venir au patrimoine. Donc la question de pouvoir accéder à la propriété à l'avenir, pour les générations qui sont là, elle est posée. Alors on peut discuter des outils, on peut discuter de la manière tout de de suite faire. sur les outils. Franchement, la question de la protection comme, j'allais dire, arbre qui cache la forêt de la crise du logement avec 3,8 millions de personnes mal logées, je crois qu'on ne peut pas l'accepter comme ça, même si je comprends ces réflexes de propriétaires. C'est arrivé, donc ça fait peur. On peut en discuter, mais c'est pas ça le problème de la crise du logement aujourd'hui. Justement, alors, Alain Coste a un projet révolutionnaire, plus qu'un projet d'ailleurs, c'est une réalisation, je le disais. Vous avez monté une opération de promotion immobilière privée sans promoteur et qui vous a permis de loger plusieurs familles. D'ailleurs, ces familles ont acheté des logements à des prix qui sont 3 fois inférieurs à ceux du marché. Je vous propose qu'on regarde un extrait, puisqu'on était venu vous voir dans l'Angle Écho, c'était il y a quelques mois, et justement, on s'était intéressé à cette réalisation extraordinaire, qui est quand même un début de solution. On va vous regarder. Là, ce coin-là, c'est leur salon bibliothèque qui va ouvrir sur une vue panoramique. On voit tout l'Est parisien. On va sortir. Et ouais, exactement, une belle terrasse. Alors, quel prix ils ont payé au mètre carré? Ce sera autour de 2 900 € le mètre carré, tout compris. 900. Vous savez quoi? Là-bas, là, au niveau de la grue, il y a une opération qui est en cours.
c'est 10 000 euros le mètre carré. Ça veut dire que vous êtes arrivé à faire des prix 3 fois moins chers? Personne ne perd d'argent. L'État a concédé une TVA sociale à 5,5, là où là-bas c'est une TVA à 20%, au vu du profil social des familles. Les gens, par leur travail, pendant 5 ans, ont appris le métier de promoteur. Ils sont devenus autopromoteurs. Donc ils ont appris à faire un bilan financier, à négocier avec une banque, à négocier avec un système assurantiel complexe. Ça veut dire que vous avez court-circuité le promoteur? Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Donc là, le prix de sortie égale le prix de revient. En économie, c'est toujours un modèle intéressant. Pour le coup, c'est un circuit très 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 court. On paye le vrai prix. Le vrai prix du logement d'action sociale devrait être celui-là, et pas celui-là là-bas. Le vrai prix, alors c'était un projet, aujourd'hui il est terminé. Vous êtes maintenant sur une nouvelle opération? Alors sur d'autres opérations, mais c'est pas tant celui-là est significatif et peut-être un peu emblématique. Les qualificatifs que vous avez utilisés sont révolutionnaires, ça fait plaisir à entendre. On est sur un modèle économique complètement différent de propriété collective. C'est-à-dire que nous nous retrouvons, et c'était un peu ce que nous visions et ce que visent beaucoup des coopératives, inspirées des modèles québécois, inspirées de la Suisse, inspirées de la Suède et de la Norvège. Vous devenez propriétaire en fait d'une société qui est une société coopérative pour le coup, de parts sociales. 1 mètre carré égale une part sociale, pour le faire rapidement. En devenant propriétaire d'une part sociale, vous allez acquérir un droit qui est le droit de jouissance et d'habiter dans ce type de logement. Ça permet à des familles de rentrer dans des dynamiques de propriété, sans toutefois avoir les difficultés et les aléas de protection. Moi, j'entends complètement ce que dit Christophe, parce que je pense que si c'était que ça à régler, ça fait longtemps que cette crise endémique qui date d'après-guerre aurait été réglée. C'est certainement un facteur. Le taux d'effort pour se loger dans ce pays, en données brutes, est de 29%. Un tiers Qu'est-ce que c'est le taux d'effort? Un tiers des revenus des familles dans ce pays va au logement. Donc il faut en parler très sérieusement. Alors qu'en Allemagne, il est de 16%. Ça révèle aujourd'hui l'ampleur de la crise dans laquelle on se situe et les difficultés que l'on a pour proposer de l'accession sociale. L'accession sociale pour les primo-accédants, en partie les jeunes, depuis 3 ans s'effondre dans ce pays, moins 32%. On est vraiment dans des moments de très très grande difficulté. Jean Tirole, quel serait le bon levier? C'est vrai que, justement, on a fait souvent la comparaison entre les baby-boomers et les jeunes d'aujourd'hui. Les baby-boomers se sont constitués presque naturellement un patrimoine immobilier. Bien sûr, il y avait l'inflation, mais il y avait aussi une évolution des prix qui était beaucoup plus sage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour rétablir la situation? Alors, tout d'abord, je dois dire que je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. Et je pense qu'aujourd'hui, on utilise essentiellement des rustines. C'est-à-dire qu'on dépense 42 milliards par an pour le logement. Avec un résultat, on trouve encore 3 ou 4 millions de mal logés, on trouve des tanguis, on trouve des gens qui peuvent pas déménager. Ça veut dire que ces déménager. 42 milliards, ils partent où? Alors, ils vont parfois aux bailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a 17... C'est-à-dire aux propriétaires? Aux propriétaires, parce que 17 milliards qui vont à l'aide à la location, en fait, dans les zones tendues, s'il n'y a pas d'offre, ben, ça fait monter les prix. C'est-à-dire qu'en fait, indirectement, ce sont les propriétaires qui récupèrent le bénéfice de l'aide sociale. Absolument. Et donc ça c'est le problème dans les zones tendues, donc c'est de l'argent qui est un peu gaspillé. Par ailleurs, on utilise des rustines, on est obligé d'utiliser ces rustines. On protège, effectivement, on évite l'éviction pour éviter des drames sociaux. Mais ça se retourne in fine contre les personnes elles-mêmes, puisque ça restreint l'offre de nouveau. L'encadrement des loyers, c'est pareil. Partout dans le monde où il y a un encadrement des loyers, bon, ça aide au début, ça protège les gens. Mais in fine, ça veut dire que l'offre se raréfie ou elle devient de très mauvaise qualité. Donc on vit dans le court terme. Comme d'ailleurs pour l'emploi, dans le logement, on vit dans le court terme, au lieu de faire des vraies réformes. Charlotte, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous aider à acquérir un logement, au vu du parcours que vous avez fait et des nombreux obstacles auxquels vous vous êtes heurté? Une très belle augmentation de salaire. Oui, c'est ça. En fait, tout commence par l'emploi quand même. C'est ça le sujet central. Oui. C'est-à-dire, c'est le découplage entre vos revenus et le prix de l'immobilier. Complètement. Je vais vous demander à chacun de vous trois une solution encore, un élément qui vous paraît le bon levier pour améliorer la situation. En commençant peut-être par vous, Christophe Robert? Écoutez, s'il y a une inquiétude pour sécuriser les propriétaires, on a besoin des propriétaires pour mettre des logements sur le marché locatif, et que des jeunes rencontrent des difficultés dans l'état actuel de l'emploi précaire pour pouvoir donner les garanties quand ils n'ont pas la solidarité familiale, parce que dans ce cas-là, c'est là où on se retrouve dans l'exclusion. Si on ne peut pas bénéficier d'un garant familial, eh bien une garantie des loyers universelle qui à la fois sécurise le propriétaire, permet au locataire, même s'il n'a pas la solidarité familiale, de présenter un certain nombre de garanties pour accéder au logement. La difficulté, on voit bien entre les deux sujets que vous venez de traiter, c'est que le marché de l'emploi est assez volatile, il y a de la mobilité qui est demandée. Dans le domaine du logement, c'est extrêmement... C'est l'inertie. C'est difficile de quitter, c'est difficile d'entrer dans le logement. Donc, peut-être que cette garantie des loyers pourrait effectivement satisfaire les deux parties et augmenter l'accessibilité du logement, notamment pour les plus jeunes. C'est une urgence.
Alain Coste, votre solution? La solution que les jeunes, en tout cas, sont en train de prendre dans ce pays, c'est la colocation. C'est-à-dire, ils inventent un mode d'habiter de nature différente. Un peu à l'américaine ou à l'anglaise. Un peu, exactement. La colocation, elle peut se faire en coopérative. Ça permet surtout à des gens d'être attributaires de parts sociales, de se constituer un capital, qui lui est rémunéré lorsqu'ils sortent de la coopérative. C'est ce qui se passe en Suède. Ils ont une rémunération qui est raisonnable et régulatrice. Elle est indexée sur l'indice de référence des loyers qui est de l'ordre de entre 2 et 2,5%. Elle permet donc de se constituer un capital au fil des ans et redonne de la mobilité à des jeunes. Et surtout, elle est aussi novatrice parce qu'elle permet une forme de socialisation où des jeunes se retrouvent dans un collectif, pris dans une dynamique collective. Ça met les jeunes en mouvement. C'est des éléments extrêmement positifs. Mais pour le réussir aujourd'hui, alors que la loi Allure, accessibilité au logement et un urbanisme rénové, a été votée en mars 2014, nous sommes tous dans l'attente d'un décret d'application. On attend les décrets. Et ce décret aujourd'hui, le ministre de l'Équipement entend ne pas forcément le passer. Le message est passé. Agnès Verdier-Molinier, votre solution? Ma solution, ce serait de réconcilier les générations. Que ceux qui sont dans des logements sous-occupés accueillent ceux qui sont des jeunes, des étudiants, qui sont en train de se constituer peut-être l'apport qui leur permettra un jour d'être propriétaires, et qu'on encourage ce partage-là, ce côté intergénérationnel. Ça veut dire, par exemple, dire que ceux qui logent des plus jeunes pourraient avoir des taxes foncières qui seraient beaucoup plus basses, y compris des taxes d'habitation. Merci à vous trois. Merci à vous tous. Vous avez fait des propositions. Reste à savoir comment les appliquer. Ça nous conduit naturellement à la dernière partie de cette émission consacrée aux politiques face aux inégalités de génération.